On reste comme ça. Ma la settimana on a déjà prévu. On fait à 5. On fait à 4. Alors, M. Étienne Blanc, qui est premier vice-président aux finances de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Et invito anche il padrone di casa. J'invite également le professeur Filippo Barbera. On commence peut-être avec M. Blanc et je vous demande de rebondir tout de suite sur le sujet d'actualité qui a été développé même dans cette dernière intervention. Donc, comment créer de réelles occasions de développement économique dans nos montagnes. Monsieur Dantin citait tout à l'heure, il y a beaucoup de travail à faire, surtout au niveau des PME. Oui, merci, monsieur le modérateur. Je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui à côté de madame Bressot et de Michel Dantin. Nous nous connaissons bien. Au mois de janvier de cette année, nous avons été élus à la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vais en dire quelques mots, pour porter le destin de cette région pour les 6 années qui viennent. Alors je m'excuse, d'abord je n'avais pas pu me rendre en Slovénie à la première réunion de Suera. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on découvre toute une série de procédures avec lesquelles, moi qui ai été parlementaire français, je suis maire d'une petite commune à côté de Genève, on n'est pas forcément familiarisé. Je le dis à mes collègues, vous avez votre vocabulaire, vous avez votre manière de penser. Alors c'est très agréable d'ailleurs de le découvrir, parce que tout ça a un sens. Mais pour les élus de terrain, il y a un décalage entre les administrateurs du territoire et... Oui, il y a un peu un décalage. Il y a un peu, bien sûr, mais c'est normal parce qu'on n'est pas à la même échelle, et c'est normal. Voilà. Mais c'est très agréable de le découvrir et de lui trouver du sens. Et d'abord, moi, ce que je veux dire sur Suera, ça me paraît très important d'avoir une vision globale qui reprend toute une série de politiques très concrètes. Et je voudrais insister sur une chose. L'Europe souhaite la subsidiarité. Suera doit aller dans le détail et prendre en compte cette multitude de politiques, souvent qui portent sur des tout petits détails, mais qui, cumulées les unes aux autres, ont un sens. Moi, je suis maire d'une ville frontalière, j'ai plus de frontières avec la Suisse qu'avec les communes voisines. Eh bien, quand je mets en place une réserve naturelle commune avec les Suisses, quand je vais puiser l'eau dans le bassin du Léman, en devenant adhérent d'un syndicat intercommunal des eaux qui est suisse, quand je mets en place des toutes petites lignes de communication transfrontalière, de transport public, je suis convaincu que je participe à une stratégie alpine et que ce qui me paraît important, c'est qu'elle s'inscrive dans un projet global. Qui plus est, toutes ces petites politiques additionnées les unes aux autres, elles sont souvent financées par l'Europe, par la région, par le département. Voilà. Mettre de la cohérence dans une véritable stratégie sur ce grand massif alpin. La deuxième chose qui m'a frappé dans les propos que j'ai entendus ce matin et dans le discours, c'est que on va bâtir, à travers ce projet qui va être soumis au Parlement européen, on va bâtir une politique dans un contexte qui est quand même dans un contexte terriblement nouveau. Alors bon, c'est peut-être des banalités de le dire, mais la situation de nos États respectifs, sous l'angle financier, qui ont des problèmes pour nous accompagner sur des investissements lourds, c'est quand même un changement énorme. Dans ma génération, moi je suis né en 1954, j'ai assisté enfant à l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. À l'époque, c'était assez simple. Il y avait les Italiens d'un côté qui perçaient, les Français de l'autre, et puis on s'était mis d'accord entre nous, et puis ça se faisait. Aujourd'hui, sur le Lyon-Turin, si l'Europe n'est pas là, il n'y a pas de Lyon-Turin. Et sur ces grandes stratégies alpines, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de grande stratégie alpine. Ça, c'est un changement absolument considérable. Puis le deuxième changement considérable, c'est la prise en compte de ce changement climatique et des conséquences terribles qui nous attendent dans ce massif alpin. Michel le disait tout à l'heure, un berger lui signale la remontée de la végétation à 150 mètres. Moi, je suis originaire donc, de cette région du Genevois,
Et j'ai été à l'Assemblée nationale l'héritier de Bria Savarin. Je ne sais pas si nos amis italiens le connaissent. C'était un grand gastronome français qui a écrit La physiologie du goût, un physiocrate, un philosophe, mais gastronome. Comme quoi, de temps en temps, les philosophes ont bien les pieds par terre. Et il avait la passion des truffes. Alors j'ai décidé, parce que la région, les collectivités aident à la plantation d'arbres truffiers, j'ai planté une truffière. Pas pour moi, parce qu'il paraît que ça met 20 ans, donc ça sera sans doute mes enfants qui récupéreront des truffes. En tout cas, je leur souhaite. Et ce qui m'a frappé, quand j'ai reçu la facture des plantations d'arbres truffiers, en bas, il y a une toute petite ligne où on me dit, on vous a vendu des arbres truffiers, mais attention, avec le changement climatique, on ne vous promet pas que vous aurez des truffes. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, désormais, dans toutes nos politiques, désormais, on voit arriver les conséquences très pratiques, très tangibles de ce changement climatique qu'on considérait à travers la COP21 comme quelque chose d'un peu éloigné, comme quelque chose d'un peu abstrait. Désormais, c'est dans notre vie quotidienne. Ça rentre dans les maisons, dans les foyers de chacun. Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire et qui m'a frappé ce matin dans le discours, un changement du contexte qui fait l'urgence de bâtir cette stratégie alpine. Alors, comme je fais à mes moments perdus un peu de politique, j'ai un peu de sens critique, et j'ai lu avec beaucoup d'attention le projet de rapport. Si vous me le permettez, je voudrais dire une première chose, c'est que un rapport qui va étayer une politique, il a du sens quand on identifie bien les problèmes auxquels il veut répondre. Et je pense que sur la forme, on aurait peut-être intérêt à avoir un paragraphe spécifique pour bien identifier les problèmes de cette grande région alpine. Bien les identifier, les écrire clairement. Le changement climatique, le risque de migration des activités économiques en direction des plaines. Hein, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a en son sein de grandes villes, de grandes agglomérations, qui aujourd'hui d'ailleurs se transforment en métropole. C'est Lyon, c'est le Grand Chambéry, c'est le Sillon alpin, qui s'organisent autour de pôles métropolitains. Ils ont une capacité d'attraction d'activité économique extraordinaire. Cette activité économique, elle peut se faire au détriment des zones montagneuses, des zones centrales. Et ça, c'est un véritable risque. Et je crois que ce risque-là, il faut bien l'identifier, il faut bien l'écrire. Et puis, le troisième risque, c'est le risque de la déprise démographique. Et moi, j'ai longtemps présidé une communauté de communes dans le Genevois français. Et à partir du moment où on développait les bourgs, des petits bourgs de 10-15 000 habitants, on développait une politique du logement, on développait une politique de service. Et ce faisant, on a vidé en périphérie toute une série de petits villages où les jeunes familles, parce que les écoles étaient plus performantes, parce qu'autour des écoles, il y avait des programmes de soutien scolaire, d'accompagnement scolaire pour les enfants en difficulté, qu'on ne pouvait pas mettre en place dans les villages. On les désertifiait et on les vidait. Je ne veux pas parler des activités commerciales. On a créé partout de grandes zones de distribution et on a vidé les petits commerces de centre-ville. Et puis on a créé ici des pôles d'intérêt qui ont développé de la restauration, de la vie, de la culture, et on a vidé la périphérie du périmètre sur lesquels nous travaillons. Ça, c'est un véritable sujet, et c'est, à mon avis, un véritable risque. Puis le dernier que j'ai identifié ce matin dans les propos, c'est la migration des services publics, et pour des raisons financières, pour des raisons de commodité. On voit bien toute une série de communes qui perdent leurs services publics, une concentration de ces services publics sur les bourgs et sur les pôles métropolitains les plus importants, et de fait une désertification. Je crois que l'enjeu, il est là. Peut-être qu'en l'écrivant clairement, ça donnera un peu plus de sens aux réponses que l'on va apporter. Puis le dernier point, et c'est sur ces réponses. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des moyens techniques, nous avons des moyens financiers, nous avons des moyens politiques pour apporter des réponses à ces enjeux. Le développement de la fibre optique et du haut débit, c'est un moyen extraordinaire de faire en sorte que la culture, que l'éducation puisse irriguer l'ensemble d'un territoire. La mobilité, bien sûr, l'énergie, le fait que partout aujourd'hui en France, on ait accès à l'électricité. Quand on le dit aujourd'hui, on trouve ça absolument naturel. Mais
accéder à l'énergie, c'est aujourd'hui quelque chose qui est faisable. Il y a des moyens de péréquation, il y a des moyens d'investissement qui sont significatifs. Donc, nous avons les réponses pour relever ces défis et ces enjeux. Et puis le dernier point, et c'est assez frappant de constater que ces régions de montagne, dans l'inconscient populaire, ça reste. Ce sont des régions à difficulté, ce sont des régions à problème. Je parle sous le contrôle de Michel, qui est un spécialiste de l'agriculture. Mais j'ai si souvent entendu dire, dans les politiques agricoles, il faut aider de manière spécifique la montagne, il faut apporter des concours, parce que l'agriculture est particulière. Ça donne une image de complexité, ça donne une image de décrochage. J'aimerais que ça se fasse un jour. Si on prend la presse quotidienne régionale, si sur une saison d'hiver, on prend les articles qui parlent des zones de montagne, c'est souvent une vision négative. On parle de nous quand il y a des avalanches. On parle de nous quand il y a des problèmes de communication. On parle de nous quand il y a des problèmes climatiques. Non. Je crois qu'en face de cette vision, il faut être capable de démontrer que nous avons des atouts absolument considérables. Et il y en a un sur lequel je veux insister, parce que je suis maire d'une ville d'eau et je travaille actuellement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à la réhabilitation d'une image du thermalisme et des villes d'eau. On a une richesse colossale sur ce massif alpin. On est la première grande réserve d'eau d'Europe. C'est une eau de qualité. C'est une eau qui nous est enviée dans d'autres régions françaises, où pour des raisons de pratiques agricoles, on a pollué les nappes phréatiques, et ça pose un certain nombre de problèmes sur la qualité de l'eau et sur la consommation de l'eau. Nous avons ici une richesse et une réserve gigantesque. Alors, si j'avais une suggestion à faire sur le projet de rapport, j'aimerais qu'il y ait un tout petit paragraphe sur la réhabilitation de la notion de ville d'eau. Nous sommes les héritiers de vieilles familles régnantes sur ce massif qui ont su, au fil du temps, créer partout sur le massif alpin des villes d'eau qui ont rayonné sur l'Europe entière. Et Aix-les-Bains a accueilli toutes les familles régnantes d'Europe. À Divonne-les-Bains, on a accueilli Guy de Maupassant, Gabriel Fauré. On soigne, nous, la fatigue nerveuse et les troubles du comportement. C'est une maladie d'avenir et, à mon avis, une indication assez porteuse. Et pas seulement pour le monde politique. Mais nous avons accueilli ici, et on a une renommée très importante, les grandes stations des Alpes, en Italie, en Autriche, dans le Bade-Wurtemberg, ont un label et une image très très forte. Malheureusement, aujourd'hui, leur image s'est un peu estompée. L'urbanisme, c'est un peu partout pareil. L'organisation des villes, c'est un peu partout pareil. Clairement, si l'Europe pouvait contribuer à nous redonner cette identité très très forte, je crois que ça serait au service du massif alpin. Voilà quelques idées très, très générales, mais j'ai été très très sensible à ce qui s'est dit ce matin et à la prise d'intérêt du Parlement européen sur ce que nous sommes. Merci. Merci Étienne Blanc. On verra après que Merci, Étienne Blanc. votre suggestion de créer un paragraphe, d'intégrer le document avec un paragraphe spécifique sur les problèmes et sur le thermalisme aussi. Adesso diamo la parola. Maintenant, on passe la parole au professeur Barbera. Cette rencontre a été organisée pour identifier des idées pour la stratégie alpine. Eh bien, comme je l'ai dit au début de cette rencontre, eh bien, je suis très content et je vais vous expliquer pourquoi. Une petite introduction pour mieux comprendre le contenu de ce que je vais dire. Moi, j'enseigne le développement local. Je m'occupe du développement local. J'ai commencé à étudier le développement local. J'ai eu ma maîtrise en 2002 et j'ai étudié les pactes territoriaux ici, dans la province de Turin, lorsque Mme Bressot a été un acteur très important de cette politique. Je suis très content de retrouver Mme Bressot pour étudier un autre thème.
Et c'est Madame Bressot qui continue de jouer un rôle très important. Le thème des terres hautes, qu'est-ce que j'ai compris sur ce thème? J'ai compris 3 choses importantes. La première, la connaissance académique, la connaissance scientifique, analytique, pour être efficace, doit toujours prendre en compte la connaissance locale, les connaissances pratiques de ceux qui vivent sur les territoires. Moi, je l'ai compris moi-même grâce à mon expérience. Souvent, la volonté de puissance qui souvent anime les scientifiques se heurte à une limite infranchissable. Ça, je l'ai bien compris à travers 2 expériences dont je voudrais vous faire part. La première est une expérience de recherche-action dans le cadre du programme de la compagnie de São Paulo, Torino et les Alpes. Là, j'ai gagné un concours pour un projet de recherche-action dans les Apennins. En Italie, au Piémont, nous avons les Apennins aussi. On n'a pas seulement les Alpes. Les Apennins, ils ont les mêmes problèmes que les Alpes, peut-être pire que les Alpes. Mais lorsqu'on parle montagne, on parle toujours des Alpes. En réalité, une belle alliance Alpes-Apennins serait souhaitable. Eh bien, lors de cette recherche-action, j'ai travaillé avec les nouveaux fermiers. Le projet s'est fini et dans la vallée de Borbera, une vallée très belle, peu anthropisée entre Alessandre et Gênes, j'ai organisé un marché de fermiers. Et en parlant avec les fermiers, j'ai compris des choses que je n'avais pas comprises en lisant les livres et en faisant les recherches. La deuxième occasion, et c'est l'occasion la plus importante dont je voudrais vous faire part, j'ai travaillé pendant 2 années et demie, j'ai travaillé à la construction d'un mémorandum d'entente, d'un protocole d'entente entre l'Université du Turin, le Politecnico, la région Piémont, le Collegio Carlo Alberto, la ville de Mondovì, pour la création d'une coalition capable de promouvoir les actions pour le développement local de la montagne. Ce protocole a été approuvé par tout le monde. La ville de Mondovì a mis à la disposition de cette Académie des Hautes Terres, nous l'avons appelé comme ça, l'ancien siège du Politecnico du Turin, qui n'est plus à Mondovì, c'est géré par la ville de Mondovì. Et la ville de Mondovì nous met à la disposition ce siège pour la coordination des actions. Actions pour promouvoir les terres hautes dans le nord-ouest. Sur l'arc alpin, nous avons 2 centres excellents, Eurac à Bolzano et Dolo en Lombardie, mais on n'a rien dans le nord-ouest. Nord-ouest veut dire Vallée d'Aoste, Piémont et Ligurie. Et voilà, le moment est venu pour mettre en place une telle action. Donc, la force de cette action est la suivante. Les mesures, les actions spécifiques pour la montagne doivent s'inscrire dans un dessin de développement local des territoires. On l'a dit aujourd'hui à plusieurs reprises, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il est très simple de dire ce que l'on doit faire. On est toujours tous d'accord pour dire que la connectivité, la mobilité, les services, là-dessus, on est tous d'accord. Mais comment doit-on faire ces choses-là? Alors, les connaissances locales, les savoir-faire locaux sont utiles, mais je n'ai pas compris comment on peut passer du quoi au comment. Là, j'ai compris que l'on doit faire beaucoup d'efforts. Tout le monde est d'accord sur ce que l'on doit faire, mais comment il faut le faire? Mais le mot d'ordre, c'est il faut faire ceci, cela, mais comment? J'essaye de vous donner quelques indications, des indications qui pourraient être utiles pour notre débat. Tous les exemples qui ont été mis en avant sont des exemples de production de biens collectifs locaux, des exemples de coopération, de collaboration. Chaque action à elle seule ne suffit pas pour la montagne. Quelquefois, lorsque l'on dit la montagne, c'est moi et c'est moi qui la représente, oui, ceci, ça existe. Moi, je l'ai constaté lorsque j'ai écrit ce protocole d'entente. Bon, moi, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que le fait d'être fermé, ça fait du mal à la montagne si l'on est fermé sur soi-même. La montagne demande des actions collectives, publiques, privées, vers un objectif qui soit partagé.
Comment on fait les choses? On les fait en résolvant les problèmes des actions collectives, ce qui n'est pas simple, loin de là. Mais c'est à partir de là qu'il faut le faire, en produisant des biens collectifs locaux et en construisant des coalitions locales complexes. Tous les exemples qui ont été évoqués ont comme base ce genre de problème. Les énergies. Là, les énergies, ce sont les services sociaux, les services de micro-accueil. Je voudrais dire 2 mots sur les services. Les problèmes de la montagne sont des problèmes qui nous concernent tous. Voilà le message qui doit passer. Les problèmes de la montagne ne sont pas des problèmes propres au territoire et propres aux personnes qui vivent à la montagne. Il s'agit de problèmes qui, s'ils sont bien abordés, permettent aux villes de résoudre leurs mêmes problèmes. La pollution, le trafic, la qualité de la vie. Il s'agit de problèmes qui nous concernent tous. Donc, voilà le message qui doit être compris. Et il faut donc mettre en place des politiques de courtier, mettre ensemble ce qui est trop vide, ce qui est trop plein, des ressources excédentaires d'un côté qui sont des ressources faibles ailleurs. Voilà pourquoi les leaders institutionnels s'imposent. Des personnes qui habitent ces 2 mondes, des personnes qui comprennent comment une certaine demande peut rencontrer une certaine offre, et là, il crée une nouvelle agrégation, quelque chose qui n'existait pas avant. Il faut que l'on ait des entrepreneurs schumpeteriens, s'inspirant de Schumpeter, donc des ressources matérielles, des ressources immatérielles, les connaissances. Avec Roberto, nous avons travaillé à un projet concernant l'offre de logements occupés par des personnes âgées et la requalification des bourgs alpins à travers des emprunts particuliers. Bon, ce sont des actions qui doivent être mises en place avec beaucoup de prudence, mais des logements trop grands pour des personnes dans la phase finale de leur cycle de vie pourraient être destinés à requalifier les bourgs alpins à travers des mécanismes financiers particuliers. Mais il faudrait faire cela en requalifiant les économies locales. Il faudrait avoir des services, les filières courtes. Donc, il faut mettre en place des projets de développement des territoires. Il ne faut pas tout simplement transférer les personnes. Il en va de même pour les immigrés. Il faut que l'on ait des projets de développement local réactivant les économies locales. Non servono a nulla, insomma. Ecco, per questo un suggerimento. Voilà ma suggestion, ce qui concerne la stratégie. Bon, je partage pleinement cette stratégie, mais on devrait mieux peaufiner ce que l'on écrit à propos du profil de qualité. Et il ne faut pas que les parcs soient mis avec la filière courte. Non, moi je risquerais davantage. Il faut risquer sur un modèle. Il faut risquer davantage sur un modèle spécifique. Sinon, on risque de compliquer. Alors là, il faudrait spécifier de quel parc il s'agit, parce que souvent, leur plus-value n'est pas aussi importante sur le territoire. Mais là, bien sûr, c'est une considération marginale. Il faudrait discuter aussi à propos de l'interaction entre les lignes structurelles de la SUERA et le projet de Barca, espace intérieur. C'est un projet qui a des caractéristiques analogues, la distance des services. Et puis là, on insiste également sur les actions collectives. C'est un problème d'élite. Les élites qui soustraient la valeur au territoire. Alors, lorsque l'on met en place des actions collectives, il faut prendre en compte les nouvelles, les vieilles élites aussi. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'un problème culturel, mais il s'agit d'un problème politique, un problème de gestion de ressources, de groupes qui gèrent les ressources. Cette question, les espaces intérieurs de Barca pourraient interagir.
Bon, ce terme élite n'a pas été évoqué. Le problème de l'élite devrait être abordé de façon un peu plus nette.